jeudi matin. On m'a porté au caserne centrale. Donc je ne l'ai pas vu depuis jeudi, vendredi, samedi, dimanche vers 1h l'après-midi que j'ai appris que mon mari est mort. Joseph Réginald Topiz alias Kaya est mort en prison le 21 février 1999. Il avait réussi en musique l'assemblage des genres, fusion de cultures, ce melting pot dont l'île Maurice est si fière. Savant mélange de ces gars africains, de reggae jamaïcain et même de ces sonorités qui font le charme des ragas du sud au nord de l'Inde, le Ségé aurait dû être l'ambassadeur d'un pays dont il n'y a pas si longtemps on admirait la réussite sociale, culturelle et économique. Qu'il peut paraître loin ce temps où la paradisiaque Maurice était montrée en un exemple d'intégration et de mélange des races. À Rochebois, quartier périphérique au nord de Port-Louis, une partie de la population s'est rassemblée devant une petite case créole. À l'intérieur, la douleur cède déjà la place à ces sentiments d'injustice qui provoquent les colères. Pour moi, Kaya, c'est un roi ségué, quoi. Et maintenant, au début, il y a déjà des gens qui sont perdus la vie en prison. Et il y a plusieurs qui sont déjà arrivés avant Kaya. Et moi, je peux penser que c'est ce qui est arrivé pour Kaya, là, je peux penser qu'il est dernier. Sinon, le peuple est en colère. Ça, c'est très longtemps. Ça fait trop longtemps. Problème. Tout le temps, problème. Tout le temps, on nous reste tranquille. Maintenant, les yeux sont en train de dormir, ils prennent les bâtons, ils jouent. Mais maintenant, les enfants ghetto, les enfants cités, ils n'arrivent plus à s'y porter. On a perdu un grand pote, quoi. C'est tout. Et on ne va pas le retrouver. Et il ne faut pas foutre la merde, c'est tout. Et ça va rester gravé dans mon cœur, c'est tout. Dans l'après-midi de ce lundi, au cours d'une manifestation, un autre chanteur connu a été tué par les balles de la police. Il y avait plein de flics. Il y a même mon meilleur ami, c'est à moi, c'est Bézé Agathe, qui était fait tirer encore. C'est une artiste. Il a demandé la paix. Il dit que je voulais avoir la paix. Il ne faut pas avoir la guerre. Il faut passer tout ensemble. Il a levé sa main, le flic il l'a fusillé. C'est le signal de plusieurs nuits d'émeutes et d'affrontements qui vont incendier et paralyser le pays. Les postes de police des quartiers pauvres sont pris d'assaut, broyés, disloqués comme par un terrible cyclone. Les forces de l'ordre, après avoir tenté de résister, ne peuvent qu'abandonner le terrain aux manifestants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quand même des gens qui cassent un petit peu? Non, pratiquement rien. Pourquoi vous êtes là alors? Ben, je suis là en patrouille. Voilà, oui. Le jour qui se lève dévoile ce qui s'est passé dans la nuit. Il ne reste pas grand-chose du poste de police de Rochebois, victime de la rage, de la colère d'un peuple qui ne se maîtrise plus. Tout symbole de l'État est la proie des émeutiers. Cette annexe du ministère de l'Agriculture près de Rochebois a été réduite en cendres, mais le feu gagne partout dans l'île. Même cité Valigy, symbole de cette intégration dont Maurice est si fier, est à feu et à sang. Que dire donc de Beaubassin, Richelieu, Cassis, autant de quartiers, autant de ghettos, où l'exclusion d'un système a abandonné les laissés pour compte d'une croissance économique trop rapide. Impitoyable, cruel, comme le sont tous les fauves, le tigre de l'océan Indien se gardait bien de présenter ses facettes dans sa colonne débit de son tableau d'honneur. Cela fait bien longtemps que l'agriculture ne suffit plus. L'industrie se robotise et délocalise, les décideurs ne jurent plus que par le secteur tertiaire ou par la manne des touristes toujours plus nombreux. Maurice s'est taillé une réputation comme un exemple de réussite sur le plan économique, avec très peu de ressources. Donc je ne crois pas que c'est une croissance qui est allée trop vite. Mais ce qui est important à Maurice, c'était qu'on a réussi une transition d'une économie agricole à une économie quasi industrielle. C'est ça, à mon avis, qui était beaucoup plus important. Il y a des facteurs qui expliquent cela. Après avoir connu le plein emploi, l'île Maurice accuse aujourd'hui 6% de chômage. Ce n'est pas encore dramatique, mais une telle hausse en si peu de temps est très inquiétante pour l'avenir. Cette exclusion du monde, du travail, qui peut conduire les victimes à l'irraisonnable. Alors que la violence devenue force de loi est partout, la dépouille mortelle de Kaya va traverser le pays du sud au nord.
Ce mercredi-là, 2 jeunes vont trouver la mort dans les affrontements avec des forces de sécurité. L'un d'eux n'est pas créole mais d'origine indienne. Ils sont pourtant le symbole de cette jeunesse qui hurle son désespoir et qui crie justice et vengeance en même temps. À l'arrivée du cortège, les combats cessent le temps du passage des voitures. Les barrages se lèvent pour aussitôt se refermer. Il ne reste rien de cette prison où 400 détenus ont été libérés par les émeutiers. Avec le départ des forces de l'ordre, Rochebois a retrouvé le calme et peut enfin communier avec celui qui ne chantera plus. C'est la journée des joies. Les joies de la population de Maurice. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde, c'est la journée des joies. Tout le quartier est venu se recueillir. Ses habitants veulent voir une dernière fois celui qui, peut-être, leur avait montré l'issue de secours. Cette porte cachée, trop souvent close, qui permet, situation faite, de quitter ces lieux chargés de chômage, de désespérance et de drogue. C'est pour avoir fumé en public de la gandia, du cannabis, que Kaya a été arrêté par la police. C'était au cours d'une manifestation prônant la dépénalisation et réclamant un débat national sur le sujet. Cette manifestation était organisée par le mouvement républicain. Le système permet d'arrêter un fumeur qui a confessé et de le garder en tôle pendant plus de 4 jours. On avait dit, nous, avant, et on continue à dire, qu'il y a environ 200 000 fumeurs de gandia à Maurice. Et donc c'était une provocation. Le mouvement républicain avait tenu une conférence de presse très provocante. Nous avons dit des choses et nous continuons de dire des choses de façon très provocante. Le débat est enflammé sans tolérance. Première visée, Madame Sidaya, ministre de la Femme. Elle a toujours déclaré qu'il faudrait passer sur son corps avant d'obtenir la dépénalisation. Cela va lui coûter la dégradation de ses biens personnels. Mais elle n'est pas la seule à être contre. L'Église catholique, qui fait corps avec la communauté créole, est du même avis. Quand on fume, 3 ans de prison, c'est lourd. Oui, je crois que ce qui est vraiment dommage dans la dépénalisation, on s'attaque souvent à des petits comme Kaya, alors qu'il y a des gros bonnets qui vivent bien et qui se font beaucoup d'argent et qui ne sont pas touchés par les forces de l'ordre. Est-ce que vous seriez pour, vous, la dépénalisation? Personnellement, non. Non, parce que j'étais en contact des drogués et je sais que ça commence toujours par des drogues douces et finissent par de l'héroïne. Donc moi, je suis contre la dépénalisation. Les créoles ont trouvé auprès des ecclésiastiques l'oreille attentive, le soutien, le réconfort et l'entrain. À Rochebois, ce jour-là, Bob Marley est l'invité du Christ. Ils sont plus de 3000 à chanter dans la nef. Les chansons reggae les plus connues sont entonnées à l'unisson en guise de prière. Bien sûr, le père Fabien est présent. Plusieurs mois auparavant, il a fait sensation au cours d'un sermon qui a fait date. Je suis arrivé à la fin de mon sermon à parler de l'île Maurice moderne. L'île Maurice moderne qui est tiraillée par la corruption, qui est tiraillée où dans la fonction publique les créoles n'ont pas de place. Et par ailleurs, je parlais de la MBC, de notre radio et télévision nationale, qui sont une radio de propagande. Et je disais qu'il faudrait que cela change et que l'île Maurice ait accès à l'information et accès à un meilleur service pour tous et non pas pour une partie de la population seulement. Chers compatriotes, bonsoir. Depuis 3 jours, l'île Maurice fait vivre un moment triste, un moment difficile et un moment dangereux. Arguant de ne pas vouloir mettre de l'huile sur le feu, la MBC refuse l'information. Nous tous, visage, condamne la violence, parce que la violence qui entraîne d'autres violences. Taisant le drame qui se déroule dans le pays, la télévision publique ne diffuse qu'une suite ininterrompue d'appels au calme. Et prie pour que l'âme du chanteur décédé repose en paix. Dans un message, le panier bannique... C'est la presse écrite qui va faire prendre conscience au peuple mauricien de la catastrophe.
Au-delà de la colère, profitant de la confusion qui règne, des bandes organisées pillent les biens et les magasins. Principale cible, les boutiques d'informatique, d'électroménager, les bijouteries. Ça a été planifié, comme on dit. C'est vraiment planifié, choisi le cible pour pouvoir voler dans des magasins qui travaillent relativement bien, voler et puis mettre le feu. Autre cible encore, les supermarchés. Ils ont été pillés au su et au vu de tous. Mais afin d'éviter les affrontements qui auraient pu dégénérer, les policiers ont demandé aux propriétaires de ne pas s'interposer et de rester chez eux. Nous avions eu quand même des indications dans la nuit que le supermarché était pillé. Par précaution et aussi pour éviter des risques de vie, nous n'avons pu intervenir. Il fallait savoir que c'était un état de siège et que la police recommandait à tout un chacun de rester chez soi. Donc on a laissé faire et on a constaté les dégâts effectivement un matin. Vous avez pu évaluer les pertes? Approximativement 6 à 7 millions de roupies. Le vandalisme, c'est probablement ce qu'attendaient les mouvements extrémistes afin de légitimer une nouvelle colère fomentée pour remettre les créoles à leur place. Ils font courir le bruit que les temples hindous ont été profanés, outragés, saccagés, crasés comme ils disent, et que la faute est au Rasta, au reggae. Rumeur car il n'en est rien. Le seul lieu de culte qui sera violenté est celui de chrétiens victimes d'une vengeance ourdie et orchestrée. Alors, les expéditions punitives s'organisent. Les reggae ont commencé à faire du bruit partout, à casser les magasins, les boutiques, tous les gens, et ont commencé à creuser toutes les temples. Ils ont commencé à creuser tous les temples hindous. Alors qu'est-ce que vous faites ce soir-là? Et maintenant, parce que nous sommes ripostés, quoi. Tous les hindous ont manifesté ensemble. Nous sommes ripostés, quoi. C'est-à-dire? Ouais, on manifestait pour les hindous. On est là pour les détruire, quoi. Nous sommes des hindous, nous sommes là pour les détruire. Ils ont même tué un hindou, âgé de 14 ans, un mineur, aussi devant. On appelle ça des nations. On les connaît comme des créoles, tête crépie. Vers 9 h comme ça, j'entends un bruit dehors. Lorsque j'ouvre la porte, je regarde, je vois des gens qui défoncent, en train de défoncer les murs là. J'ai traversé la cuisine, j'ai tombé dehors. Je puis m'en sortir mais en ce moment-là. Ils ont mis le feu? Oui, et lorsque je tombe pas derrière, ils ont mis le feu, ils ont crasé tout. Ils ont mis le feu partout. Et vous savez qui a fait ça? Non. On a parlé de... Ils sont partis, parce qu'il y a des gaz lacrymogènes, il y a lance-flammes, tout ça. Comme les autres, Jean Daudin n'est pas prêt d'oublier cette nuit de terreur et d'angoisse. Tout ça, puis feu, là. À Triolet, 18 cases d'un quartier créole ont donc été totalement détruites. C'est un véritable miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes. Ce quartier pauvre du centre-ville gardera longtemps les traces de ce qui s'est passé. Même si les maisons sont reconstruites, au plus profond du cœur des habitants, la plaie reste béante et la peur toujours présente. Dis-moi, tu peux venir au bout de la case. Quand tu viens à la case, on prend mon malade, mes enfants vont rester sauvés. Des policiers sont venus ici le jour des émeutes, un petit peu plus tôt, 3 heures ou 4 heures avant ça. Et on parlait avec des gens, comme si on dit, faites attention, entrez à l'intérieur, vous allez voir ce soir qu'est-ce qui va s'arriver, etc., etc. Donc c'est une chose qui était bientôt organisée, préparée. Car même dans la police, à 95% d'origine indienne, nombreux sont ceux qui ne veulent pas cautionner ces nouvelles exactions. Ce racisme, cette intolérance. Ce jour-là, ils connaissaient la vérité sur les rumeurs non fondées qui faisaient état de temples mis à mal et incendiés. C'est pourquoi certains d'entre eux ont voulu prévenir, ne pouvant pas guérir. Des policiers indiens ont donc prévenu des créoles du danger qui les menaçait, mais cela n'a pas suffi. Ils ne se sont pas interposés. Mais le pouvaient-ils ? Même à l'heure de la reconstruction, les langues ne se délient pas. On sait, on a reconnu, mais on ne dit rien. La peur est trop grande de dénoncer les voisins du quartier d'en face.
Ils sont ici environ 100 familles par rapport à plusieurs milliers d'hindous. Alors, ils ont perdu causer, parler. Attention que cette expérience se renouvelle encore une fois. Une certaine portion au moins de la population, disons, d'origine indienne, hein, d'origine de l'Inde, se considère un petit peu, disons, partie prenante avec le gouvernement. Donc, ils ont considéré cette attaque contre l'institution gouvernementale, contre quelque chose les visant eux-mêmes. Et donc, ça a dégénéré en une espèce de violence ethnique. Et ici, il faut bien dire, ce sont des gens d'une certaine ethnie qui se sont retournés contre des gens ici qui sont en majorité créoles. Hein, et il y a eu donc un caractère racial, raciste à ce petit pogrom qu'on a eu ici, on ne peut pas nier. C'est ce qu'on appelle ici le communalisme, confrontation ethnique exacerbée par des appartenances religieuses différentes. 80 sous-groupes religieux, 22 groupes linguistiques pourraient être la richesse de cet État insulaire. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'en est rien. Les créoles ont toujours adopté une attitude de retrait par rapport aux enjeux politiques. Non pas par indifférence ou apolitisme, mais parce qu'ils ne se ressentent pas suffisamment comme un groupe ethnique en tant que tel pour pouvoir entrer dans le système des rapports politiques entre les autres groupes. Les créoles sont tellement éloignés du système que même si des membres de leur communauté se retrouvent au gouvernement, ils sont persuadés que cela ne changera rien à leur sort. Tels sont les constats dressés par différents sociologues et politologues dans leur traité sur l'interethnicité et la politique à l'île Maurice. Lorsqu'un créole fait un vote de classe dans son subconscient, il répond à une problématique d'appartenance ethnique. Mais même chez les créoles, le comportement de communauté existe. À titre d'exemple, trop souvent l'on entend « ça c'est une histoire de Malbar ». Pourtant, ces mêmes créoles croyaient en la nation mauricienne. Ils croyaient que le fait d'être mauricien était sur le point de se réaliser. Aujourd'hui, ils constatent que l'aube de ce jour n'est pas près de poindre, que d'autres intérêts priment. Depuis 1983, on découvre qu'il y a confusion entre lutte des classes et lutte de communauté. Le communalisme a aujourd'hui pris le pas sur les divergences idéologiques. C'est sur ce constat que s'ébattent les partis politiques. Mais le déphasage des hommes politiques par rapport aux véritables enjeux est criant. Une crise de cette ampleur a été réglée finalement en 72 heures, sans avoir recours aux mesures extrêmes qui auraient eu des conséquences néfastes pour le pays. Vous savez, il y a beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. Effectivement, l'essentiel a été atteint. Je regrette beaucoup les pertes de vie, les dommages, etc. Et le prix, la sérénité des Mauriciens qui ont été compris en route de coup. Mais l'essentiel, c'est que nous avons, dans 72 heures, réglé le problème, ici, sans avoir recours à des mesures extrêmes. Satisfecit des uns, colère des autres, les démissions sont demandées à grand renfort d'articles à la une, de communiqués et de conférences de presse. Le pays est vraiment désorganisé parce que nous avons eu l'impression, ces quelques jours, qu'il n'y avait pas de même gouvernement, il n'y avait pas un chef, la police était complètement désorganisée. D'un côté, il y a nous, et de l'autre côté, il y a un irresponsable, un incompétent, quelqu'un qui a foutu notre police et nos forces paramilitaires par terre complètement ces dernières 3 années, c'est le Premier ministre, et qui a fait montre d'une absence de leadership complet, absolument absent, n'ayant rien à dire de sérieux au pays, absolument révoltant. Nous avons la ferme conviction que nous pourrons redresser là-bas et remettre le pays. Absolument révoltant. Nous avons la ferme conviction que nous pourrons redresser là-bas et remettre le pays sur les rails du développement et progrès. La communauté créole n'a plus confiance en ses représentants politiques. Trop de corruption, trop de passe-droit, trop d'affaires classées sans suite simplement parce qu'elles dérangent les nantis. C'est pourquoi, à l'heure des autopsies de Kaya et de Berger-Agathe, les familles ne croient plus en la vérité institutionnelle. Je vais voir l'autopsie. Je veux qu'on fait l'autopsie devant moi. J'accepte qu'on fait ça devant moi. Est-ce que vous n'avez pas confiance dans la police? Non, pas confiance avec personne. Parce qu'en demandant la paix, on a tiré sur lui. Je vais voir ça. La suspicion d'une complicité entre les experts légaux mauriciens et les pouvoirs publics est très forte. On dénonce une justice à 2 vitesses qui protège les classes dirigeantes, la caste de ceux qui gouvernent et celle de ceux qui la servent. La confiance a à ce point disparu que lors de ces autopsies, l'on va faire appel à des médecins légistes étrangers.
C'est pourquoi le docteur Ramstein est venu de La Réunion à la demande de la femme de Kaya. Disons qu'on n'a pas trouvé de signe de fracture du crâne. Hein. Est-ce qu'il y a des blessures? Ben, il faudra attendre un petit peu pour le préciser. Disons qu'il y a quelques lésions traumatiques, mais on ne peut pas parler véritablement de blessures, mais il n'y a pas en tout cas de fracture du crâne, contrairement à ce qui a été mis dans la presse. Le gouvernement va 3 mois plus tard décider d'interdire toute manifestation. Ce sera juste après l'attentat de l'Amicale, une salle de jeu cible de l'intégrisme. Ce geste criminel coûtera la vie à 17 personnes. 17 personnes prisonnières derrière une grille qui ne s'ouvrira pas. 17 personnes brûlées vives, dont une femme enceinte et 2 petites filles. Le championnat de football est suspendu car les clubs sont suspectés d'être les représentants de chacune des communautés et de favoriser les haines raciales. Même l'équipe nationale joue ses rencontres officielles hors de l'île, comme ici Maurice Gabon qui se joue à La Réunion. Et pourtant, quand les Reds inscrivent un but, aucun équipier ne se pose la question d'une signature créole, indienne ou autre au moment de s'embrasser. Nous avons pris une période sabbatique pour amener les réformes voulues, pour que le système reprenne comme il se doit, en préservant notre unité nationale. À plus forte raison, la plupart des concerts sont également interdits. Et c'est encore et seulement à La Réunion que les musiciens mauriciens peuvent se produire sur scène. Racine Tatane, l'ancien groupe de Kaya, s'est reformé pour un ultime hommage. Même nous, Racine Tatane, on a pris la musique, on a continué la musique. On a essayé de garder la musique Ségué, toujours en haut la musique Kaya. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer? La mort de Kaya a été malheureusement et heureusement un choc salutaire pour toute l'île Maurice, parce que là, cela a permis à toute l'île Maurice de comprendre l'ampleur de la frustration créole vis-à-vis des institutions. On ne peut pas laisser autant de misère à la périphérie d'une ville qui se glorifie du nombre d'étages de ses buildings les plus modernes. Et cela était écrit sur les murs, si je peux m'exprimer ainsi. Ça fait quand même une dizaine d'années que certains observateurs répètent qu'investir dans le social est un investissement économique pour l'avenir. Séguéman, Kaya n'est plus, Kaya s'est tue. Kaya, il aime trop, il aime sa vie, quoi. Il aime bien sa vie, il ne va pas mourir comme ça, lui. S'il a donné sa vie, ben, on espère bien que ça rapportera bien quelque chose pour tout le peuple mauricien. L'île Maurice tient là une nouvelle chance. Justice, fraternité sont 2 fondements essentiels d'une démocratie. C'est en respectant cela que Maurice doit construire sa citoyenneté.